Des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue fidèles auditeurs dans cette édition du 18 août 2020 dont voici les principaux titres. C'est méritoire que les initiatives pour revenir sur la période coloniale aient été entreprises au Burundi et en Belgique. Vous entendrez les explications d'un écrivain français qui a travaillé sur l'histoire du Burundi. Et le favoritisme dans le déploiement en Somalie, c'est ce que dénoncent certains militaires de l'armée burundaise. Vous allez également les suivre au cours de cette édition. Et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage interdit la consommation et la vente de la viande de porc dans les zones touchées par la peste porcine. À la cabine technique, il y a Lucie Kawera et à la prise d'image, il y a Inès Gakiza. Tout de suite, le développement de ce titre. Démarrons cette édition par la page sécurité. Une personne a été tuée hier soir par des militaires de l'armée burundaise en position dans la réserve naturelle de la Rukoko au niveau de la commune Gihanga. Nous sommes dans la province Bubanza. La victime avait passé la journée dans ces champs situés dans cette réserve selon les sources sur place qui ont parlé à Éloge Divin Remèche. Fiston Madjambere a été tué par balle ce lundi aux environs de 19h30 selon ses voisins du village 6 de la commune Gihanga en province de Bubanza. Selon les mêmes sources, les militaires de la position militaire de Rukoko ont tiré sur Fiston Madjambere parce qu'il aurait refusé d'exécuter l'ordre de s'arrêter. Ces informations sont confirmées par des administratifs de la localité. Fiston Madjambere, cultivateur, avait passé la journée dans ces champs qui se trouvent dans cette réserve naturelle de la Rukoko selon les sources sur place. Les personnes qui connaissent la victime indiquent ne pas comprendre comment des militaires professionnels ont tiré sur une personne sans armes. La rédaction a essayé de joindre Floribert Wiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, ainsi que Léopold Ndaïsaba, administrateur communal de Gihanga, pour plus d'éclaircissements, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone. Depuis quelques mois, les autorités ont décidé que la circulation est interdite à partir de 17h pour les personnes qui exercent leurs activités à l'intérieur de cette forêt de la Rukoko. Ces autorités indiquaient que la Rukoko était devenue un passage pour des mouvements rebelles qui provenaient de la République démocratique du Congo pour déstabiliser le Burundi. À propos des assassinats, le policier accusé de tuer son coéquipier ce lundi matin à Kayanza a été condamné à perpétuité par le tribunal de grande instance de Kayanza. C'était dans un procès de flagrance de ce matin dans la province Kayanza, et le tribunal de grande instance de la province Cibitoke vient également de condamner à 20 ans de prison ferme 2 personnes accusées d'assassinat. Il s'agit du nommé Aaron Nakara, originaire de la colline Gasenyi rurale en commune Buganda. Il est accusé d'avoir poignardé un certain Jean-Claude Bigirimana qu'il accusait de sortir avec sa femme. L'autre condamné est une femme du nom de Gloriose Nishemeze, originaire de la colline Nyarurinzi, zone Buhaïra, de la commune Mugui. Elle est accusée d'avoir tué son mari avant de mettre le feu à la maison dans laquelle se trouvait son corps. Pour ces 2 crimes, le ministère public a requis la perpétuité. Et toujours en justice, la détention depuis 9 mois et 27 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières
aux rebelles du Red Tabara. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gabanya-Gihugu et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons politique. Humura Burundi. Je vous le disais en titre, c'est méritoire que le Burundi et son ancien colon, la Belgique, aient entrepris des initiatives revenant sur la période coloniale. Réaction de l'écrivain français Jean-François Dupaquier. Toutefois, cet auteur qui a travaillé sur le passé du Burundi estime que pour qu'il y ait des résultats positifs, il faudrait que les deux pays travaillent conjointement et au besoin qu'ils aient un médiateur neutre qui les aidera en cas de divergence liée à la tentative de chacun de vouloir se protéger. Suivez Jean-François Dupaquier. Je pense d'abord qu'il faut il faut positiver, comme on dit, c'est-à-dire même si on peut faire des critiques à la démarche des sénateurs du Burundi, même si on peut critiquer la démarche du Parlement de Belgique, ce qui est important d'abord, c'est cette avancée, c'est-à-dire cette idée qu'il faut remettre en question le passé, se débarrasser du fardeau de la responsabilité historique, de ce qu'on a mal fait, se débarrasser aussi du fardeau de l'idéologie dominante. Alors, c'est extrêmement difficile, cette reconnaissance des fautes et des erreurs. Non seulement il faut être deux pour cet examen de conscience dépourvu d'arrière-pensée politicienne, mais il faut aussi, à mon avis, être aidé pour ça. Et c'est ça peut-être le principal reproche que je ferai au texte qui m'apparaît un petit peu comme un réquisitoire, plutôt comme une main tendue de la part du Sénat du Burundi. Il me semble, moi, que quand on est dans des situations aussi complexes que celle qui est décrite ici, la responsabilité du colon, à mon avis, il faudrait plutôt s'orienter vers la recherche d'un médiateur. Je vois que parfois, il faut une tierce personne pour arriver à mettre d'accord des individus ou encore mieux des nations qui s'engageraient dans un examen de conscience parce qu'ils n'ont pas besoin d'être aidés. Et vous savez bien, quand il y a un conflit, ou bien on trouve un médiateur ou bien on trouve un juge. Alors dans un conflit entre nations ou dans une querelle de mémoire entre nations, l'arbitre suprême, ça peut être l'ONU, mais enfin l'ONU, c'est un grand machin, comme dirait le général de Gaulle. Il vaudrait mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit mandaté par l'ONU pour jouer le rôle de médiateur. Revenant sur la position du Sénat burundais par rapport aux faits historiques, l'écrivain Dupaquier juge malhonnête l'attitude de cette institution burundaise. Ses conclusions ne font que reprocher aux colonisateurs sans revenir sur la responsabilité des Burundais, une responsabilité, dit-il, qui se prouve même actuellement, surtout en ce qui est de l'entretien et du ravivement des haines et divisions ethniques entre Burundais. Suivez encore une fois Jean-François Dupaquier. Le Sénat du Burundi a raison de parler de ces idéologies meurtrières. Mais ces idéologies meurtrières, elles n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique, elles sont encore là. Par exemple, au Burundi, si on interdisait le discours de la haine tel qu'il est encore aujourd'hui propagé par un groupe de miliciens très proches du régime, on ferait déjà un très grand pas en avant. On ne peut pas accepter qu'il y ait des groupes de gens armés qui se promènent dans les rues en faisant des chansons appelant à l'extermination d'un groupe ethnique ou à violer les femmes de ce groupe. C'est totalement inadmissible et je ne comprends pas que dans un texte qui fait plus de 2000 mots de la part du Sénat du Burundi, on n'aborde pas ces questions internes. Sur ces 2000 mots, il n'y en a pas un seul pour dire que, bien sans doute, les Burundais eux-mêmes ont des responsabilités dans les tragédies qu'ils ont vécues jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut tendre la main aux voisins quand on s'entre-déchire et quand on laisse les gens s'entre-déchirer, qu'on les laisse véhiculer une idéologie de la haine dans son propre pays? Ça n'est pas acceptable. Donc, il faudrait quand même que le Sénat du Burundi revoie sa copie. L'honnêteté, c'est ne pas dire que l'autre est responsable de tout, parce que sinon on ne peut pas progresser. Si vraiment on veut que les choses avancent, il faut que chacun reconnaisse sa part de responsabilité.
C'était l'écrivain Jean-François Dupaquier qui s'est entretenu avec notre consoeur Inès Gakiza. Parlons élevage sans transition. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage déclare l'apparition d'une peste porcine au Burundi. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Serge Nkurunziza, le directeur général de l'élevage, a annoncé que cette peste porcine s'est déjà manifestée dans certaines localités des provinces Rumonge, Muyinga et Rutana. Suivez Serge, c'est le directeur général de l'élevage au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous nous réjouissons du travail fait dans notre pays car nous avons été modèles dans la région et dans le monde au moment où dans notre pays la maladie continuait à faire des ravages. Malgré ce travail pour vaincre cette maladie de la peste des petits ruminants, le combat continue car au début de ce mois d'août 2020, une autre maladie qui attaque les porcs, la peste porcine africaine, a été déclarée dans la commune de Bugarama, province de Rumonge, spécialement sur les collines de Magara 2 et Mugendo, où il a été confirmé par le laboratoire. Cette maladie est également suspectée dans les provinces Muyinga et Rutana, mais nous attendons les résultats du laboratoire pour confirmer ou infirmer qu'il s'agit de la peste porcine africaine. Les équipes de laboratoire ont été envoyées sur le terrain. Des échantillons prélevés dans cette province de Rumonge en date du 13 août 2020 ont confirmé la maladie et on enregistre 11 cas de mortalité et 5 cas encore malades. Pour le moment, les services vétérinaires du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage sont en train de procéder à la désinfection des locaux. Bientôt, des réunions de sensibilisation des éleveurs des localités concernées seront organisés pour les informer sur les méthodes de prévention contre cette maladie. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a arrêté certaines mesures de prévention contre cette peste plutôt porcine, notamment l'interdiction de la consommation et de la vente de la viande de porc dans les localités déjà touchées. Suivez encore une fois Serge Nkurunziza, c'est le directeur général de l'élevage. La peste porcine africaine est une maladie à virus très contagieuse des porcs. Elle est causée par un virus de la famille des Azosphaviridae et peut le vêtir de formes aiguës, subaiguës et chroniques, sans vaccin et ni traitement. Généralement, presque tous les animaux atteints de la peste porcine africaine meurent. La transmission de cette maladie se fait par contact direct entre l'animal infecté et l'animal sain, l'ingestion du matériel contaminé, l'utilisation du matériel comme mangeoire voire contaminé, le mouvement des personnes d'une porcherie infectée vers une autre indenne peut également être une voie de transmission. Pour contrôler cette maladie et éviter sa propagation, les mesures suivantes sont prises. Il est interdit d'acheter, vendre ou abattre les porcs dans les communes où la maladie a été déclarée jusqu'à ce que la maladie soit contrôlée. La divagation des porcins dans les communes touchées est strictement interdite. Il est interdit de pratiquer l'élevage extensif ou semi-extensif des porcins. La distribution des porcins dans les zones affectées est provisoirement suspendue. La distribution des porcins dans les zones non affectées est soumise à l'autorisation préalable du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Les services techniques, l'administration et les forces de l'ordre sont priés de faire un suivi et veiller au respect de ces mesures. Nous conseillons aux éleveurs de protéger l'élevage porcin contre la peste porcine africaine de la manière suivante. Clôturer l'espace où sont implantées les porcheries afin de limiter l'accès des personnes et des animaux. Installer un pédiluve à l'entrée des porcheries pour que tous les éleveurs, employés ou vétérinaires qui veulent accéder à la porcherie puissent se désinfecter avant d'y entrer. Voilà, c'est Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage. Parlons société. Les habitants du site de Mubone en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, demandent au gouvernement de leur permettre de regagner leur ménage. Plus de 10 personnes ont été emportées par la faim et les maladies dans ce site dans une période d'1 mois. Emmanuel Ndaishimi.
La famine et les maladies comme la malaria, le choléra et la rougeole font rage. Le site des déplacés de Mubone seront ses habitats. Plusieurs enfants sont morts. Même les hommes et les vieilles sont touchés par la famine. Dans une période d'un mois, plus de 10 personnes mortes dans ce site. Nous avons beaucoup de problèmes ici dans le site. La famine, les maladies comme la malaria, le choléra et la rougeole s'observent dans ce site de Mubone. Ce site de Mubone en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, héberge plus de 500 familles. Les hommes vivent de leur côté, les femmes et les enfants de l'autre. Nombreux sont des ressortissants de la zone Kinama. Ces habitants du site de Mubone demandent au gouvernement de les assister en tôle pour regagner leurs ménages respectifs. Et lors de sa visite dans le site de Winherekwa ce lundi, l'ombudsman burundais Edouard Nduimana a indiqué que le gouvernement était en train d'organiser le retour de ses habitants des sites de Mutimbuzi, Gatumba et Bujumbura dans leur ménage ou dans un autre endroit où ils peuvent redémarrer la vie normale. Toujours en page de société, certains parents ont du mal à se procurer le matériel scolaire pour leurs enfants. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, certains parents indiquent que la pauvreté qui gangrène les ménages ne leur facilitera pas d'envoyer les enfants à l'école. Ils demandent au gouvernement de réguler les prix de différents articles scolaires. C'est un reportage signé Balthazar Mibour. Certains des parents de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA se plaignent des prix exorbitants de différents articles scolaires. Un de ces parents qui venait d'acheter quelques cahiers pour ses enfants nous a dit qu'un cahier de 100 feuilles coûte 1500 francs, mais qu'une des cahiers Pakobu, le même cahier de 100 feuilles coûte 1200 francs. Un cahier de 60 feuilles coûte 1000 francs, tandis que celui de 36 feuilles coûte entre 700 et 850 francs boum. Les parents disent donc qu'ils ne parviendront pas à envoyer leurs enfants à l'école, d'autant plus qu'ils vivent actuellement dans une pauvreté notoire. Il lance un appel au chef de l'État d'apporter sa contribution dans le cadre de promouvoir l'éducation pour tous. Sinon, certains enfants n'iront pas à l'école, regrettent les parents. Moi, par exemple, qui ai 4 enfants et sans emploi, j'aimerais lancer un appel au chef de l'État et son gouvernement de nous donner des cahiers, puisque nous craignons que beaucoup d'enfants ne puissent pas aller à l'école suite à la pauvreté et le chômage qui gangrènent le pays. Il est à signaler que même les prix des autres articles scolaires ne sont pas abordables pour la majorité de la population. Et le ministère du Commerce reconnaît avoir déjà constaté des spéculations dans la commercialisation de ces cahiers. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Chrysologue Moutrois, directeur général au ministère du Commerce, a promis des sanctions contre les commerçants spéculateurs. Il demande à la population de ne pas se laisser faire. Suivez le directeur général au ministère du Commerce, Chrysologue Moutrois. Au niveau de la mairie, le cahier de 100 feuilles est vendu normalement à 1200 francs bout, tandis que le cahier de 60 feuilles devrait être vendu à 750 francs bout, le cahier de 48 feuilles à 650 francs bout, le cahier de 36 feuilles à 550 francs bout. Le prix de gros du carton, quel que soit le type de cahier, est de 145 000 francs bout en mairie de Bujumbura. À l'intérieur du pays, les prix qui sont reconnus sont ceux-ci. Le cahier de 100 feuilles est de 1250 francs bout. Le cahier de 60 feuilles est de 800 francs bout. Le cahier de 48 feuilles est de 700 francs bout. Tandis que le cahier de 36 feuilles est de 600 francs bout. Le prix de gros du carton, quel que soit le type de cahier, est de 150 000 francs bout. Nous demandons à la population, à l'administration, à tout un chacun de veiller à ce que ce prix soit respecté. Ici, nous mettons en garde les spéculateurs, ces commerçants. C'est que ces derniers temps, nous constatons qu'ils veulent abuser de la situation pour spéculer sur les cahiers. Parce que c'est le moment opportun pour vendre les cahiers, surtout que nous sommes en période d'août où bientôt ça sera la rentrée scolaire. Nous avertissons alors à ces commerçants spéculateurs
que le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme n'acceptera en aucune façon les spéculations autour de ces cahiers. Pour clore la page société, il y a pénurie d'eau potable dans le quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura depuis 2 mois. Les habitants de ce quartier craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène suite à cette pénurie et lancent ainsi un appel aux concernés de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Le point avec Rachel Kagisi. Les habitants du quartier Kizingwe Bihara indiquent que ça fait longtemps qu'ils ne disposent pas en permanence l'eau de robinet. Ces habitants passent toute la nuit à attendre l'eau, mais elle ne devient disponible que les heures très avancées et pour ne durer que le temps de la rosée, déplore ce citoyen. Nous venons de passer 2 mois sans l'eau. Elle n'est disponible que de 4 heures du matin à 8 heures. La population est donc obligée de se servir de l'eau du lac Tanganyika qui est pleine de toutes sortes de saletés. Les habitants du quartier Kizingwe Bihara demandent aux administratifs et surtout à la régie des eaux de résoudre définitivement ce problème de manque d'eau qui pourrait éventuellement être à l'origine de maladies liées au manque d'hygiène. Nous demandons alors aux concernés, surtout à la régie des eaux, de rendre disponible et d'une façon permanente l'eau. Et cela dans le cadre aussi de lutter contre le coronavirus, comme l'a dit le chef de l'État. Nous avons essayé de joindre les responsables de la régie des eaux, mais sans succès. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page gouvernance. Humura Burundi. Le directeur du district sanitaire de Fota en province Mwaro est pointé du doigt par les infirmiers de ce district dans la malversation. Ces infirmiers accusent leur directeur d'avoir vendu la boîte à vitesse de l'ambulance de ce district, ce qui a fait que ce véhicule ne soit plus fonctionnel, selon ces infirmiers. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Depuis une année, le district sanitaire de Fota en province Mwaro n'a pas d'ambulance. Les médecins et infirmiers des dispensaires Gisozi, Kibimba, Nyakararo, Gitara, Gwinare, Murambi, Rusaka, Yanza, Ndava et Nyabisaka accusent leur chef de district Nazer Ndereimana d'avoir vendu la boîte à vitesse de l'ambulance, ce qui empêche le véhicule de rouler. Il a vendu la pièce de l'ambulance le 16 août 2019. Comme son véhicule était en panne à Bujumbura, le chef de district Nazer Ndereimana a préféré utiliser l'ambulance du district pendant 2 jours. Nous avons appris par après qu'il a changé une pièce de cette ambulance lorsqu'il était arrivé au niveau de Kibumbo. Il a remis le véhicule vers la fin du mois d'août l'an dernier. Depuis lors, cette ambulance ne roule plus. Elle est garée à l'hôpital de Fota. Comme le district sanitaire de Fota possède une seule ambulance, les conséquences se font sentir dans la région. Les infirmiers du district sanitaire de Fota citent le cas d'un bébé qui a présenté un manque d'oxygène lors de l'accouchement ce lundi au dispensaire Gwinare. Notre source affirme que le bébé est mort puisque le dispensaire n'avait pas d'ambulance pour dépêcher son nouveau-né à l'hôpital de Fota. Il n'y a plus de déplacement possible. Les patients qui ont besoin d'aller à l'hôpital de référence ne peuvent pas y aller. Par exemple, nous avons un cas d'un bébé qui est né hier au dispensaire Gwinare de la commune Rusaka qui est mort parce qu'on a manqué une ambulance qui devrait le déplacer dans un hôpital qui est capable de soigner la souffrance fœtale. Contacté à ce propos, le chef de district sanitaire de Fota de la province Mwaro, le docteur Nazer Ndereimana, n'a pas décroché son téléphone.
La gouvernance pose également problème au niveau de l'armée burundaise. Les militaires de différentes régions militaires dénoncent le favoritisme qui s'observe dans la confection des listes des militaires à envoyer en mission de maintien de la paix en Somalie. Ces militaires regrettent qu'ils n'ont même personne à qui soumettre leurs doléances, vu que leurs chefs hiérarchiques sont à l'origine de ces problèmes. Clovis Nyonzima. Les militaires de la première et deuxième région militaire déplorent que le versement d'impôts d'ovins au commandant de camp est devenu une condition préalable pour figurer sur la liste des militaires à envoyer en mission de maintien de la paix en Somalie. Pour ça, il y a des militaires qui attendent leur tour en vain, comme se lamentent ce militaire. Il se manifeste une injustice sans nom dans l'affectation des militaires à la mission de maintien de la paix en Somalie. Des militaires du 20e, du 23e et du 25e bataillon peuvent partir en Somalie parce qu'ils ont donné des pots de vin au commandant de la brigade et au commandant de la division, tandis que les autres militaires restent là en attendant leur tour. Comment pouvons-nous nous adresser à un tel supérieur pour qu'il résolve notre problème? Ces militaires pensaient qu'ils allaient soumettre ces questions au ministre de la Défense au cours de la causerie morale, chose qui n'a pas été possible à cause de l'attitude du chef d'état-major général. Le 3 août cette année, pendant la séance de causerie morale avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, nous pensions que chaque militaire avait le droit de s'exprimer librement. Mais avant qu'un militaire ne prenne la parole pour exposer son problème, le chef d'état-major demandait au militaire son nom, son numéro matricule et le camp auquel il est affecté. Puis, il demandait au commandant du dit camp si le militaire en question l'avait consulté à l'avance. Ce dernier se levait et répondait par la négative. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est à l'origine du problème puisse vous aider à faire des revendications? Ces militaires affirment qu'ils n'ont plus confiance au chef d'état-major général, car selon eux, il ne fait rien pour résoudre les problèmes des militaires, ainsi que les commandants des camps qui n'affichent pas les listes, afin que ceux dont leur tour arrive puissent se reconnaître. Ils demandent au ministre de la Défense et au président de la République de leur garantir une liberté d'expression au cours de la causerie morale, afin que tout militaire puisse soumettre ses doléances sans crainte. La rédaction de la RPA a contacté Floribert Viereke, porte-parole du ministère de la Défense, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Le problème de gouvernance s'observe également dans le domaine de la santé. Certains agents du ministère de la Santé publique demandent d'être régularisés de 6 mois d'arriérés de salaire sur le travail accompli dans le dépistage du coronavirus. Ils indiquent qu'ils vivent actuellement dans de mauvaises conditions. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Il s'agit de 400 agents du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida qui demandent d'être régularisés. Ils étaient engagés pour faire le dépistage de coronavirus pour les personnes qui entrent sur le sol burundais. L'un de ces agents fait savoir qu'ils devaient bénéficier d'une prime d'encouragement de 70 000 francs chacun et par jour. Les premiers visiteurs ont été reçus à l'aéroport au mois de janvier. On les prenait à partir de l'aéroport pour les amener à l'hôtel Méridien où ils devraient passer 14 jours en quarantaine. Nous réclamons le salaire pour le travail accompli durant toute cette période. On nous avait promis une rémunération de 70 000 par jour, mais lors de la seconde réunion, on nous a réduit cette somme jusqu'à 40 000. Toutes ces réunions ont été organisées à la clinique au mois de février avec la participation du ministre. Au mois de mars, lorsqu'il a été signalé le premier cas d'une personne atteinte de la Covid-19 au Burundi, ces travailleurs croyaient qu'ils allaient pousser un ouf de soulagement, ce qui n'a pas été le cas. Le premier cas testé positif à la Covid-19 a été découvert au mois de mars. C'est à ce moment qu'on nous a demandé de donner nos numéros de compte sur lesquels seront versés nos salaires. Dans un laps de temps, on a appris qu'on a sorti une ordonnance conjointe entre le ministère de la Santé publique et celui des Finances, laquelle ordonnance décide qu'on doit avoir une
prime d'encouragement de 200 000 francs. Ces agents qui ont également participé à la campagne de dépistage de la Covid-19 lancée par le président de la République au mois de juillet demandent d'être rétablis dans leurs droits, d'ajouter que leurs familles sont dans une situation difficile et qu'ils n'ont reçu qu'une somme qui dépasse légèrement 500 000 francs après 2 semaines du début de la dite campagne. Nous avons continué cette activité après le lancement de la campagne par le président de la République le 6 juillet. À la fin de la première semaine, l'OMS nous a donné une prime de 213 000 francs. Il y a également l'OIM qui nous a donné une somme de 300 000 francs. Nous demandons d'être régularisés et que le ministère de la Santé suive de près cette situation. Ce problème de prime d'encouragement est également signalé chez des agents affectés sur les frontières dans ce programme de dépistage de la Covid-19 qui réclame des arriérés depuis le début de l'année 2020. À ce propos, nous avons tenté de joindre le Dr Thadendi Koumana, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. À propos de cette lutte contre la maladie à coronavirus, le Savonor reconnaît que l'offre du savon dit Bururu, initiée dans cette campagne de lutte contre la Covid-19, est inférieure à la demande. La direction commerciale du Savonor, l'usine qui a gagné le marché de fabrication et commercialisation de ce savon, indique toutefois que le problème n'est pas lié à la capacité de production de l'usine. Flora Gaël Makarakiza, directeur commercial du Savonor, souligne que l'usine produit en fonction du contrat conclu avec l'UNICEF. On produit 210 000 cartons par mois. On avait fait des analyses, on avait fait des calculs comparés à ce qu'on vendait avant. Les 210 000 étaient amplement suffisants, mais avec le prix qui était vraiment réduit à moitié, ça fait que la demande a carrément explosé et ça a carrément doublé. On doit contrôler les prix de vente jusqu'à un niveau qu'on contrôle, c'est-à-dire le niveau semi-distributeur, mais au niveau des détaillants, ce n'est plus de notre ressort. Nous, on leur dit de minimiser les bénéfices pour que la population puisse bénéficier de ce prix de 150 €. Je dirais bien que sur 1000 personnes, au moins 800 personnes ne respectent pas ce prix. Les gens limitent les artisans. Et c'est une chose bien, mais la population devrait surtout avoir un autre savon qui coûte 150 francs, ce qui est bien pour la population. Mais le problème est que aucun de ces artisans, la plupart, disons, ne sont pas enregistrés. Il y aurait même des répercussions sur la santé humaine, mais on ne pourrait tracer jusqu'au producteur. L'UNICEF et leurs partenaires auraient approuvé l'augmentation de la quantité vendable. Florent Gaël Makarakiza, c'est le directeur commercial du Savonor qui s'exprimait à la radio Isanganiro. Clôturons cette édition par la page réfugiés. Le rétablissement de la sécurité au Burundi est une condition préalable pour le retour des réfugiés dans le pays. C'est ce qu'exigent les Burundais réfugiés dans les camps tanzaniens après la visite du ministre de l'Intérieur tanzanien et le consul burundais de Kigoma, Vicky Chris Ninheretz. Les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie indiquent que les propos tenus par le consul burundais dans la province de Kigoma et le ministre de l'Intérieur tanzanien ont été caractérisés par le mensonge. C'était lors des visites que ces deux autorités ont effectuées dans les camps des réfugiés pour les sensibiliser à rentrer, arguant que le Burundi a recouvré la paix. Néanmoins, ces réfugiés exigent le rétablissement de la sécurité au Burundi pour se rapatrier, car selon eux, des tueries continuent dans le pays. Nous constatons que ces visites ont pour objectif d'intimider les réfugiés. Ils mentent déjà. Ils nous disent de retourner au pays, arguant qu'il y a la paix et la sécurité. Mais on sait très bien que des gens sont tués du jour au lendemain, les grenades sont lancées, les enlèvements continuent et des gens sont brûlés vifs dans leurs maisons. Mais les auteurs de ces crimes ne sont jamais inquiétés. Au moment où les réfugiés continuent à subir des persécutions intempestives, ils demandent aux défenseurs des droits de l'homme de leur venir en aide. Nous interpellons tous les défenseurs des droits humains partout où ils se trouvent d'entendre nos cris car nous sommes malheureux dans ce pays. Toutes les persécutions se font au vu et au su du HCR sans réagir. Les camps des réfugiés burundais qui ont été visités sont Nyarugusu, Duta et Mtendeli, se trouvant dans la province Kigoma en Tanzanie.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 18 août 2020. Merci à Inès Gakiza et à Lucie Kabera pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba était à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.